Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir, nous recevrons les 10 candidates à l'élection de Miss Petit-Bourg 2023. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 12 juillet 2023 et le docteur Henri Joseph sort du silence et il revient fort, très fort. Le fondateur du laboratoire Phytobocase a en effet déposé 5 brevets, dont 2 d'envergure mondiale. Ses découvertes sur les propriétés cicatrisantes de l'huile de Galba ou celle de l'herbe à pic qui agit sur l'immunité innée en intéressent plus d'un. Ses travaux sur la production de pain semblé mais à base de pois ou de dictame peuvent aussi redéfinir notre mode de consommation. On écoute. Pour déjà montrer que je sors de mon silence. Et pourquoi je sors de mon silence? C'est parce que je travaillais, je ne pouvais pas parler, on ne peut pas parler et chercher. Donc j'ai préféré chercher et quand j'ai trouvé, je parle. On a trouvé des grandes et belles choses qui font avancer la science dans des divers domaines. On a déposé plusieurs brevets. On a déposé un brevet sur l'huile de Galba. Et donc sur les propriétés cicatrisantes de l'huile de Galba, suite à un accident de voiture que j'avais fait, ils avaient constaté que cette huile était capable de cicatriser mon front. On a déposé aussi un brevet sur du pain semblé à partir des protéines de pois de chez nous. Donc la nécessité de commencer à planter des pois pour pouvoir déjà se passer de blé, mais aussi planter certaines tubercules comme la dictame. Donc c'est un travail qu'on a fait dans le cadre d'un consortium avec les Grands Moulins des Antilles, mais aussi M. Perianin, qui vraiment, ça fait longtemps qu'il travaille, je le félicite sur la dictame. On est en train de valoriser justement cette production. Le brevet le plus important, c'est celui qu'on a trouvé dans l'herbe à pic, qui est une plante qui est utilisée traditionnellement, par exemple, à Trinidad pour soigner les grippes. Et donc, nous, on a fait de la recherche et on a trouvé que dans l'herbe à pic, il existe des molécules qui sont capables, à une certaine dose, qu'on maîtrise, à une certaine dose, qui sont capables d'agir sur ce qu'on appelle l'immunité innée, donc qui est propre à la cellule. On est relativement fiers de ces découvertes faites au sein de notre laboratoire, sans subvention, entièrement autofinancé et grâce à vous, Guadeloupéens, grâce à vous, Martiniquais, grâce à vous, Guyanais, vous nous avez fait confiance, vous avez acheté un produit Phytobocase. On a réinvesti votre argent dans la recherche-développement et je suis très fier de vous, je vous en remercie. Et nous sommes fiers de ce génie guadeloupéen. Et on part maintenant pour l'inauguration du pont des Marais à Port-Louis. Dans le cadre de la revitalisation de cette vaste zone humide de plus de 400 hectares, l'ONF et la ville effectuent une série de travaux et d'aménagements. En période sèche, vous pouvez vous aventurer sur la plus importante bande littorale sableuse de l'île et découvrir de merveilleux points de vue. C'est sans compter les 85 espèces d'oiseaux, les dizaines d'espèces de poissons observables. Le reportage. L'Office national des forêts gère en fait une partie du littoral nord de Port-Louis, puisque cette zone de grand intérêt international, puisque c'est une zone pour les oiseaux en particulier, et aussi une forêt domaniale du littoral d'une grande richesse. Donc le principe en fait est de construire ensemble avec la commune, donc vraiment une co-construction, un projet d'aménagement qui faciliterait la renaturation du site. Il est indispensable d'effectuer ces travaux puisque, avec le recul du trait de côte, nous risquons de perdre le marais salant qui est unique dans la Caraïbe. Et ce marais joue un rôle important au niveau de l'écosystème, si bien qu'il fallait préserver cette biodiversité. Alors ce sont les ouvriers de l'ONF, donc les ouvriers de mon service, qui ont réalisé les travaux. Donc l'objet et l'ouvrage phare, c'est la passerelle. On a aussi fait de l'arrachage d'espèces exotiques envahissantes, donc la Sansevieria, et nous avons décompacté le sol pour que justement la nature reprenne ses droits sur ce portion
cette portion du littoral. C'est vrai que c'est un challenge sur différents points. D'abord un challenge socio-culturel puisque c'est l'une des plages les plus fréquentées et nous devions trouver le bon équilibre entre le maintien des usages traditionnels de la plage et la préservation des milieux. Donc il a fallu réfléchir effectivement pour que ces travaux ne perturbent pas complètement les habitudes des Port-Louisiens sur ce site. On a trouvé que ça y a fait là, au niveau de barrage, on a trouvé son bonne initiative quoi. Au niveau de la flore, la faune, bonjour, la faune et tout ça, on a trouvé son bon butin quoi. Parce qu'on avait petit bout, c'est de la pêche, de passer depuis pour lui, pour donner tout ça chimère, de monter, de jouer à roche à chaud, l'ouman, il joue dans ce bétran, et de descendre quoi. Donc on a le plus petit et puis qu'on va dire, répétez moi son bon butin quoi. Bien entendu, il y a une suite, c'est une première étape, une première phase des travaux et la commune de Port-Louis s'est engagée à proposer aux visiteurs des alternatives, ce qu'ils appellent des dispositifs de mobilité douce pour accéder, comme on avait l'habitude de le faire, avec la glacière et le Canari, jusqu'au bout de la plage. Parce qu'aujourd'hui, on peut y aller à pied ou à vélo, mais c'est difficile de transporter tout ce qu'on a l'habitude d'emmener quand on va en pique-nique. La ville de Bouillante, elle se penche sérieusement sur les dispositifs Odyssée qui favorisent les projets autour de l'économie bleue. Aujourd'hui, les élus tenaient un atelier pour définir les meilleures stratégies en termes de développement des activités nautiques. Le reste en images. C'est un atelier, en tout cas, d'échange avec Odyssée, qui est un dispositif financier européen qui vise à mettre en avant les actions des territoires en matière d'économie bleue. L'activité, on doit faire en tout cas de nos atouts en matière de littoral, des outils de développement pour attirer le public d'un extérieur et qui arrive par la mer. On s'est trouvé ici à Bouillante pour faire un atelier sur le nautisme et le développement du tourisme bleu et son développement au sein de la Guadeloupe. Il y a plusieurs communes qui sont du territoire qui sont intéressées parce que la stratégie à mettre en place, c'est une destination dans laquelle chacun va développer ses spécificités. Et c'est ce collectif qui permettra de communiquer sur la Guadeloupe et sa destination maritime. J'ai mis en avant ce matin les projets en tout cas de la ville depuis 2014 pour renforcer l'attractivité et encourager l'arrivée, j'allais dire, de plaisanciers, de croisiéristes sur notre territoire. Et pas que ça, puisque l'idée aussi, c'est de créer aussi les conditions pour que les Guadeloupéens puissent venir aussi à Bouillante pour pratiquer des activités nautiques que nous encourageons à mettre sur notre territoire. L'intérêt final, c'est quand même de développer l'économie. Parce que plus on développe l'économie, plus on favorise le bien-être et le bien-vivre ensemble dans une collectivité, donc on crée des emplois. Et je pense qu'à partir du moment où une population est satisfaite, qu'elle a des emplois, que les jeunes restent au pays, qu'on les forme et qu'ils peuvent grandir finalement, je crois qu'on a réussi l'objectif. On crée les conditions pour, mais c'est pas la ville de Bouillante qui va gérer un club de plongée, c'est pas la ville de Bouillante qui va gérer un club de jet ski ou enfin les différentes activités nautiques qui vont se développer sur nos territoires. Donc ces ateliers ont pour objectif, au travers de la participation des acteurs professionnels, de donner l'information et puis surtout d'avoir un retour sur les projets, la vision, les points de vue pour qu'on adapte nos politiques pour permettre effectivement la rencontre entre le monde politique et le monde professionnel qui se concrétise par des projets qui se mettent en place à terme sur le territoire. Bilan positif, alors évidemment on est qu'aux prémices, c'est pour ça que dans ma conclusion j'aurais dit que oui, il ne s'agit pas simplement de se rencontrer et d'échanger, il faut passer à la phase opérationnelle et que en tout cas les projets, ce que nous disions, se réalisent, se concrétisent. Un reportage d'Enzo Viviès. Le groupe scolaire Hippolyte Coclès de Morne-à-l'Eau lui accueille un camp d'anglais ludique pour les enfants. L'objectif est double, leur apprendre la langue pour qu'ils s'ouvrent au monde, mais aussi l'histoire de nos voisins caribéens pour comprendre les enjeux. Regardez. Nous sommes dans la Caraïbe, à côté de beaucoup d'îles anglophones. Et donc, il était pour nous essentiel que nous initions nos jeunes très tôt à l'apprentissage de l'anglais, qui est une langue internationale. Aujourd'hui, je suis là car l'anglais, j'aime bien cette langue et je voudrais la découvrir, tout comme d'autres langues dans le monde. Et moi, je suis là aujourd'hui parce que déjà, j'aime bien l'anglais
Et déjà, c'est bien d'apprendre l'anglais pour s'instruire et comme ça, quand on parle dans d'autres pays, nous pourrons parler anglais. World Experience is a language academy here in Guadeloupe. We've been active over 10 years, all over Guadeloupe. And recently, we've partnered with the region Guadeloupe to bring camps. We try to concentrate mostly on English in the morning, and then in the afternoon, we focus more on the Caribbean. Ce qu'il y a de plus intéressant aussi dans cette formation, c'est que nous avons la partie apprentissage de l'anglais, mais aussi la partie tournée vers l'histoire de la Caraïbe, l'apprentissage de l'histoire de la Caraïbe. Et donc, c'est une façon d'éveiller la curiosité de ces jeunes. Chaque jour, nous avons une phrase, les phrases of the day. Et ça consiste au langage de tous les jours que les Américains, les Anglais, ou etc. utilisent comme what's your name, etc. The camp is 9 days. So we started on the 10th of July until the 21st of July. On the 21st of July, we have a show in front of the region Guadeloupe, who's our partner, in front of the parents, and that's how we finish our camp. Mornalo s'inscrit pleinement dans une démarche à côté des jeunes puisque nous avons initié ce label Juillet à Mornalo dans lequel nous avons tout un panel de dispositifs. Donc nous venons parler du camp d'anglais. Nous avons les tickets de loisirs qui accueillent des jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances forcément. Donc Juillet à Mornalo. My name is Mia. My name is Loeva. Et I love English. Excellent. Un reportage de Solène Fèvre. Et on part maintenant pour la signature du contrat pays entre le département et la ville de Basse-Terre. La collectivité s'engage à appuyer la municipalité sur la création de la Maison de la Solidarité, l'aménagement des 5 routes départementales du territoire et l'enseignement des activités culturelles et artistiques. On fait le point avec Guy Losbar et André Atala. Dans le cadre de la signature des contrats de pays avec l'ensemble des villes de la Guadeloupe, de manière à contractualiser nos engagements, aussi bien dans le cadre des compétences du département, mais aussi les projets de la commune. Aujourd'hui, nous étions sur 3 axes. L'axe social avec cette maison donc, de la solidarité. Ensuite, dans le domaine de la culture, c'est le marqueur de notre mandature. Nous voulons intervenir pour l'enseignement des activités culturelles et artistiques. Nous voulons intervenir pour les équipements et nous voulons également intervenir pour les manifestations. Concernant les équipements, l'aménagement des routes, 5 routes départementales sur le territoire de la ville de Basse-Terre. Nous allons intervenir sur toutes ces routes et notamment sur la route la départementale Amédée-Fangarol qui doit pouvoir nous conduire au Fort d'Elgrès. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir un véritable aménagement de qualité, pas simplement la réfection de la chaussée des trottoirs, mais un réaménagement de qualité et permettant d'assurer la connexion avec le Fort d'Elgrès. Ce n'est pas juste une signature avec beaucoup de monde, des élus, les administratifs, la presse, c'est surtout le travail en amont qui a été fait, ce qui fait qu'au moment où on arrive et qu'on signe ce contrat pays, il y a eu des échanges entre les différents services, élus, administratifs, qui fait que là c'est une forme de conclusion que cette signature de ce contrat pays avec de véritables chances de voir ce contrat se réaliser. Ce n'est pas une signature, tout le monde est content, c'est surtout une certaine cohésion, une vision d'ensemble partenariale entre le département et la ville de Basse-Terre. Un reportage de Maxime Morel. Et maintenant, je reçois Lydie Siosancoeur, présidente de l'association Ma Différence LGBT. Bonsoir, Madame Siosancoeur. Bonsoir, Monsieur Luce. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, très prochainement, la communauté gay et lesbienne organisera justement sa marche des libertés. Avant d'en venir justement à l'événement en lui-même, il y a l'acceptation de ces communautés ici en Guadeloupe. Où est-ce qu'on en est? Ça avance?
j'imagine lentement. On avance lentement. Effectivement, les personnes LGBT ne sont pas complètement acceptées en Guadeloupe parce que leurs identités sont méconnues. On connaît mal les orientations sexuelles, on ne sait pas exactement ce que ça signifie, on ne sait pas faire la distinction et on ne sait pas non plus ce que ça implique en termes relationnels. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour expliquer tout cela à la population. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire et c'est un travail très important où l'école peut aider, peut être un pilier justement dans la compréhension des identités LGBT et la lutte contre la haine anti-LGBT. Pas uniquement l'école, la justice aussi, bien sûr. Alors l'école, ça reste un des gros morceaux. Pour en venir justement, on essaie de faire aux enfants accepter cette communauté. Mais bon, on a les LGBT, comme je vous le disais hors plateau, maintenant on a les LGBT2Q+. Donc il y a d'autres catégories qui sont venues se greffer. On avait déjà du mal sur l'acceptation des LGBT. On rajoute encore des identités de genre qui se comptent par dizaines. Il y a des drag queens qui ont été présentées dans les écoles. C'est très mal passé. Au niveau de la France, ça se passe très très mal. Les ateliers se passent très très mal. Donc est-ce qu'on se précipite pas justement sur les démarches d'acceptation de ces communautés, sachant qu'on n'a même pas encore réussi sur les simples gays et lesbiennes? Non, alors, il y a beaucoup d'incompréhension. D'abord, les LGBT, cela fait référence aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres. Et très souvent, on voit le signe plus accolé au sigle LGBT. Ça veut dire en effet qu'il y a d'autres identités qui entrent dans le cadre des personnes LGBT. Les personnes LGBT sont des personnes en minorité dans la société. Et parce qu'elles sont en minorité, elles sont stigmatisées de par leurs différences, parce que la plupart des personnes dans la société sont hétérosexuelles. Donc, il y a des choses à expliquer. Une personne lesbienne, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, c'est une femme qui est attirée romantiquement par une personne du même sexe, par une autre femme. De même qu'une personne gay. Une personne gay, c'est un homme qui est attiré romantiquement par un homme. Une personne bisexuelle n'a pas de préférence pour un sexe ou l'autre, c'est la personne qui compte pour elle. Et une personne transgenre, alors la personne transgenre, c'est une personne dont l'identité de genre est en discordance avec son sexe assigné à la naissance. Pour faire court, c'est une personne qui est emprisonnée, on va dire schématiquement, qui est emprisonnée dans le corps d'une autre personne. Imaginez, par exemple, que vous vous couchez le soir, vous êtes un homme, et vous vous réveillez le matin dans le corps d'une femme, monsieur Luce. Bien écoutez, comment est-ce que vous allez vivre votre journée ? J'imagine très mal. Dans tous les cas. Et ce n'est pas uniquement pour une journée. Imaginez les défis que vous devriez relever, comment vous allez sortir de votre maison, comment vous allez vous habiller, comment vous allez aller à votre travail, comment vous allez vous adresser à vos collègues, etc. Et ce n'est pas pour une journée, c'est pour le restant de ces jours. Donc lorsqu'une personne a identifié qu'elle est transgenre, et essaie de vivre authentiquement son identité de genre, eh bien c'est très difficile pour elle et elle a de nombreux défis à relever dans la société. Parce qu'il y a le côté, on va dire basique, mathématique, logique, le côté naturel. On vous dira que effectivement on peut avoir des sentiments pour une personne du même sexe, mais dans le cas des transgenres par exemple, certains veulent par exemple revendiquer qu'ils sont des femmes à part entière. Peut-on revendiquer d'être une femme à part entière quand on a le corps d'un homme? Absolument, justement, je vous pose la question. Mais pour moi, oui, on peut revendiquer son identité parce qu'il faut vivre, il faut être qui on est. Il ne faut pas vivre toute sa vie à être en représentation de ce que l'on n'est pas. Il faut vivre authentiquement. Et pour le cas des enfants transgenres, c'est très tôt. Ça peut se révéler très tôt. L'enfant va exprimer des préférences pour des choses
choses qu'on va dire qui appartiennent à l'autre sexe. Par exemple, si c'est un petit garçon, il va vouloir porter des robes, il va vouloir porter des chaussures de fille, il va vouloir avoir le cartable d'une fille parce que c'est une personne qui se sent fille à l'intérieur. Et qui on est pour pouvoir dire mais non, mais tu es un garçon, il faut que tu te conformes à ce que tu es dans la société. Si c'est persistant, parce que l'idée justement c'est d'accompagner cet enfant qui va grandir et de ne pas l'enfermer dans un genre, parce que c'est justement les personnes transgenres, parfois il y a des personnes où c'est très clair, elles savent qu'elles sont femmes, même si elles ont l'apparence d'un homme mais qu'elles sont femmes à l'intérieur, mais pour d'autres personnes c'est fluctuant. C'est à certains moments elles peuvent se sentir femmes et à d'autres moments plus garçons, plus hommes. Et donc pour un enfant transgenre, il n'est pas question d'enfermer cet enfant dans un genre en particulier, mais de le laisser s'exprimer. Et à l'âge adulte, cette personne-là va décider justement ce qu'elle veut faire de sa vie et de son corps, parce que c'est aussi son corps. Mais ça peut être à double tranchant. On dit qu'on est plus les enfants de la société finalement que ceux de nos parents. Si on a beaucoup d'images effectivement par exemple de transitions qui s'opèrent, certains jeunes peuvent être influencés par leurs parents, sans exagération, ils peuvent être influencés par leurs parents. À quel moment on se posera la question de savoir si l'enfant est prêt ou pas? Puisque quand on est petit, on peut vouloir jouer avec des jouets de filles, s'habiller comme une fille, sans pour autant être transgenre. Oui. Et on voit effectivement qu'il y a des jeunes qui arrivent peut-être à 16, 20 ans et qui font des processus de détransition parce que ça a été trop précoce, ça a été mal cadré. Donc comment bien jauger tout ça et permettre aux personnes réellement transgenres de faire ce qu'elles doivent faire pour se sentir bien, mais éviter les dérives comme dans le sport, on a des hommes qui finalement font leur processus de transition pour participer à des compétitions de femmes. On a Miss Pays-Bas maintenant qui est un homme transgenre, donc certains le vivent très mal. Comment jauger tout ça? Oui, c'est beaucoup de choses, mais il faut savoir que les thérapies de transition sont autorisées en France à partir de l'âge de 16 ans. Il faut accompagner la personne. Il n'est pas question de faire de thérapie de transition aux enfants. On parle d'enfants, les thérapies de transition, c'est plutôt les adolescents. Il faut accompagner la personne sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan de sa santé, si elle veut faire une transition. Et il y a donc des médecins pour ça, qui savent très bien aider les personnes. C'est cadré, c'est bien cadré. Bien sûr, c'est très cadré en France. Alors aux États-Unis, toujours dans l'excès un peu, les Américains. Non, pas forcément, mais comment dire, ça m'étonnerait qu'il y ait des parents qui vont influencer leurs enfants, comme si, par exemple, une mère qui a toujours voulu avoir une petite fille va forcer son petit garçon et faire aller dans cette dérive. Non, ça, je ne crois pas personnellement. Mais dans le langage même, quand on a par exemple un parent justement qui va répéter à son enfant, ou pas forcément à l'enfant, mais qui peut dire à haute voix, j'aurais préféré avoir une fille, j'aurais préféré avoir une fille, et quand l'enfant voit que peut-être il a la possibilité de faire la transformation, on est dans un nouveau monde. Dès qu'on a une idée, on peut la concrétiser maintenant. Donc, non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est important à savoir, c'est que lorsqu'un enfant transgenre à l'école exprime sa transidentité, eh bien, il ne faut pas stigmatiser cette personne. Il ne faut pas laisser les autres enfants dans l'ignorance et leur apprendre justement à accepter les différences, savoir que mais ça existe aussi, les personnes transgenres, les personnes homosexuelles. Il peut y avoir des adolescents dès l'âge de 12 ans qui vont tomber amoureux d'un enfant, un adolescent garçon peut tomber amoureux d'un autre garçon dans son collège. Eh bien, il n'y a pas mort d'homme. Il ne faut pas stigmatiser la personne. Elle n'a pas à prendre des coups pour cela. Et bien souvent, certains enseignants ou personnels eux-mêmes stigmatisent et sont homophobes. Et là, il faut faire de la sensibilisation. Là, il faut faire de la formation. Il faut parler justement des identités LGBT et expliquer la haine anti-LGBT, parce que quelquefois, les gens
ont des comportements abusifs sans savoir que c'est de la haine. Ils sont homophobes sans savoir qu'ils sont homophobes. Et même des personnes LGBT, parfois aussi, subissent les LGBT-phobies sans pouvoir les reconnaître. Donc il est important d'informer sur les stéréotypes, comment elles se construisent et comment on peut les déconstruire aussi. Et parler de la haine anti-LGBT, c'est très important. Alors bientôt la marche des libertés. Oui, tout à fait, c'est le 22 juillet. Donc nous allons nous réunir, nous allons marcher pour justement célébrer la diversité, pour dire que nous sommes LGBT. En Guadeloupe, nous subissons beaucoup de discrimination, beaucoup de violence et il n'y a pas de raison d'être. Et que la diversité est une force pour la Guadeloupe. Donc nous irons. Alors ça va se passer à l'Oricis, rendez-vous à 14h pour un rassemblement et vers 15h, nous partirons dans les rues de Pointe-à-Pitre pour arriver sur la place de la Victoire. Donc ce sera le 22 juillet prochain à partir de 15h. Départ Loricis arrivé sur la place de la Victoire pour la marche des libertés. Des fiertés. La marche des fiertés, pardonnez-moi, la marche des fiertés justement donc pour cette communauté LGBT qui a du mal effectivement à être acceptée ici en Guadeloupe. Donc on demande à tout le monde à ce que ça se passe bien, n'est-ce pas? On doit être dans l'acceptation. C'est vrai que c'est difficile d'accepter ce qui est différent. Ça nous fait peur souvent. On est tous différents. Mais on est tous différents effectivement, et on doit pouvoir composer et vivre sur cette planète en harmonie. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit pouvoir effectivement vivre en cohabitation. Merci beaucoup en tout cas, Madame Cyr Sancoeur, d'être venue sur ce plateau et des actions que vous menez en faveur justement de ces jeunes qui parfois ont des chemins de vie, des parcours de vie qui sont très difficiles. On avait parlé du rejet familial notamment, ça peut être très critique, très difficile à vivre. Et donc, effectivement, on va suivre votre marche des fiertés. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.